Bonjour à tous, un nouveau chapitre qui commence aujourd'hui, c'est le produit scalaire ou les produits scalaires et espace vectoriel euclidien. Donc on va commencer par parler de produits scalaires. Alors de quoi a-t-on besoin dans ce chapitre? Eh bien on a besoin de toutes les connaissances sur les matrices, sur les applications linéaires, sur les espaces vectoriels. Et on va rajouter quelque chose de plus à ces espaces, c'est la notion de produit scalaire. Donc on va commencer par parler d'un produit scalaire. Donc un produit scalaire, ça va être un produit scalaire sur un R espace vectoriel. Donc on ne parlera uniquement que d'espace vectoriel sur le corps des réels, ici pas de complexe. Alors donc grand E c'est un R espace vectoriel, c'est une notation qu'on va conserver du début jusqu'à la fin, et donc un produit scalaire sur E, donc c'est une application qui est définie sur E carré, donc qui va prendre des couples de vecteurs de E, et qui a ces couples donc associent, si on note phi, le produit scalaire, eh bien phi de xy. Donc l'image d'un produit scalaire, c'est un nombre réel. Et le produit scalaire doit, pour être un produit scalaire, justement vérifier quatre propriétés. La première propriété, c'est d'être bilinéaire. Donc, c'est-à-dire que quels que soient les vecteurs x, x', y, y' dans E, tous, quel que soit lambda dans R, l'image ou phi, on va appeler phi le produit scalaire, donc phi de x plus lambda x' et y, donc c'est la linéarité par rapport à la première variable, est égale à phi de x y plus lambda phi de x', y. Et la bilinéarité, c'est être aussi linéaire par rapport à la première variable, c'est ce qu'on vient de voir, et être aussi linéaire par rapport à la seconde variable, c'est-à-dire que si on prend une combinaison linéaire sur la deuxième variable, et si on calcule le produit scalaire donc de x et de y plus lambda y', eh bien ça va donner le produit scalaire entre x et y plus lambda fois le produit scalaire entre x et y'. Donc voici la notion de bilinarité. Mais pour être un produit scalaire, il faut non seulement que l'application soit bilinéaire, mais qu'elle soit symétrique. C'est-à-dire que quel que soit x et y, des vecteurs de E, l'image de produit scalaire entre x et y doit être égale au produit scalaire entre y et x. Un produit scalaire, pour être un produit scalaire, doit aussi être positif. Alors souvent on dit défini positif et on recoupe les points 3 et 4. Mais positif, c'est la chose suivante. Quel que soit le vecteur x de E, si on effectue le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même, on doit trouver un nombre positif. Et enfin, être défini, c'est-à-dire que le nombre est positif et vous allez voir que est-ce qu'il peut être nul? Oui, il peut être nul, mais seul le vecteur nul a un produit scalaire avec lui-même qui donne 0. Voilà. Donc si le produit scalaire est nul, alors c'est que le vecteur est nul. Et ça, c'est pour. Donc une fois qu'on a vérifié ces quatre points-là, on peut affirmer que phi est un produit scalaire. Alors en fait la notation, la phi de xy n'est pas très utilisée, plutôt rarement. La notation qu'on utilise plutôt est ce type de notation, entre crochets ou éventuellement entre parenthèses, séparée par soit une virgule, soit très souvent une barre verticale, ou parfois aussi la notation du lycée que vous retrouverez là avec bonheur, donc avec un point. Et comme je suis maniaque, j'insiste, le point n'est pas au bas de la ligne, comme le point final qui est un petit peu plus bas ici, mais il est au milieu de la ligne. Voilà. Et comme parmi les maniaques, je suis encore très maniaque, le point est un petit peu plus gros que le point qui est en bas, si vous remarquez bien, mais bon, ça c'est vraiment du détail, oui, voilà, restons polis. Donc, proposition 1, que vérifie un produit scalaire? Eh bien, si un des deux vecteurs est nul, c'est-à-dire quel que soit x dans E, eh bien, le produit scalaire entre x et 0, ou entre 0 et x, 0 en tant que vecteur nul, va toujours donner 0. Donc, si le vecteur nul apparaît dans le produit scalaire avec le vecteur nul, ça donne 0. Deuxièmement, une conséquence directe du fait que le produit scalaire est défini positif, c'est pour tout vecteur x non nul, le produit scalaire entre x et x est strictement positif. Voilà, donc puisque le produit scalaire entre x et x est toujours positif, et il n'est nul que pour le vecteur nul, donc si on a un vecteur qui n'est pas le vecteur nul, on est dans E privé de 0, ici privé du vecteur nul, le produit scalaire est donc toujours strictement positif entre un vecteur et lui-même. Donc, comment est-ce qu'on démontre la proposition 1? Eh bien, la proposition 1, il suffit de regarder le produit scalaire, donc j'ai changé un petit peu de notation là, entre x et le vecteur nul. C'est la produit scalaire entre x et 0 fois le vecteur nul. On peut donc sortir le 0, c'est donc 0 fois le produit scalaire. Le produit scalaire est un réel, 0 fois un réel, ça donne 0. Voilà. Et donc le petit 2, comme je l'ai expliqué, hein, c'est la composée du 4 en utilisant le petit 3, le fait que le produit scalaire est positif.
Alors continuons sur quelques exemples de produits scalaires. Alors évidemment, le produit scalaire usuel que vous avez rencontré est un produit scalaire, c'est-à-dire celui que vous avez rencontré géométriquement en première, si je ne dis pas de bêtises, eh bien c'est un produit scalaire. Donc on part de P flèche, l'ensemble des vecteurs du plan, donc c'est un P flèche croix P flèche, et donc le produit scalaire au couple UV, ah d'ailleurs j'ai mis une barre entre, excusez-moi, c'est U virgule V, on associe donc le produit scalaire que vous aviez rencontré, que vous aviez éventuellement défini comme norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle UV, ou l'angle VU, puisque la fonction cosinus est paire. Alors, autre produit scalaire, un autre exemple qui n'est pas un exemple typique, mais il y a beaucoup de produits scalaires qui ressemblent à celui-ci. Donc on part de R2, on va dans R2, et à x1, x2, y1, y2, on associe x1, y1 plus 2x2, y2. Et bien ceci forme un produit scalaire. Alors je pense que éventuellement, on vous avait défini le produit scalaire sur R2 comme étant x1, y1 plus x2, y2. Bon, eh bien c'est pas grave, vous avez vu un autre produit scalaire. Celui que vous avez vu est le plus utilisé, le plus usuel, mais ceci là, l'exemple 2, est un autre produit scalaire sur R carré. Donc c'est pour ça qu'il y a dans le titre du chapitre produit scalaire avec au pluriel. Voilà. Autre exemple, espace vectoriel des matrices, M2 de R. Eh bien, on peut même généraliser ceci à tout espace vectoriel de matrices carrées. On peut définir un produit scalaire entre deux matrices A et B en écrivant que c'est la trace du produit de A et de la transposée de B. Alors des fois on écrit la transposée de A fois B, bon peu importe, on peut faire les deux puisque la trace d'une matrice est égale à la trace de son transposée. Donc en tout cas voilà un produit scalaire possible aussi sur un espace de matrice. Et donc on va définir un produit scalaire sur des matrices. Voilà, on va faire le produit scalaire entre deux matrices. Et donc le produit scalaire entre A et A, ce sera A fois la transposée de A, et on calcule la trace. Et donc la trace, et bien maintenant vous connaissez tout sur la trace via la petite vidéo que vous avez suivie récemment. Quatrième exemple, on change de domaine et on va travailler sur un espace de fonctions. Donc là c'est un espace de dimension infinie, contrairement aux espaces précédents. Et donc l'espace des fonctions continue sur le segment 0,1. Et alors là, c'est un produit scalaire extrêmement fréquent. On fait donc un produit scalaire entre des fonctions. Donc des fonctions continues sur 0,1. Et le produit scalaire entre les deux fonctions f et g, donc qui sont bien entendu continues sur 0,1, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f de t fois g de t dt. Il y a énormément de produits scalaires qui ont cette forme-là. Alors de temps en temps, c'est pas entre 0 et 1, mais entre 0 et pi, 0 et 2pi, des choses comme ça. On peut éventuellement diviser par une constante ou multiplier par une constante non nulle, positive. On a beaucoup de produits scalaires qui ressemblent à cela. Voilà pour les produits scalaires. Et donc dès qu'on a un produit scalaire, on a une notion qui est intimement liée au produit scalaire. Vous allez voir que le produit scalaire engendre la nouvelle notion qui est la notion de norme, que j'ai déjà un petit peu évoquée. Et vous verrez un petit peu plus loin pourquoi le fait que quand on a un produit scalaire, on a une norme, et réciproquement, si on a une norme, on peut avoir un produit scalaire. Mais ça, on va le voir un petit peu plus loin seulement. Donc maintenant, on a un produit scalaire, donc on se donne un espace vectoriel grand E, et donc avec phi un produit scalaire sur grand E. C'est-à-dire que donc on fait ce qu'on appelle, on munit l'espace vectoriel d'un produit scalaire. Donc c'est pour ça qu'on rajoute une sorte de couche à ce que vous faisiez jusqu'à présent, c'est-à-dire que vous aviez des espaces vectoriels, vous aviez dans ces espaces vectoriels éventuellement des applications linéaires, et bien maintenant on n'a plus seulement un espace vectoriel, mais on a un espace vectoriel plus un produit scalaire. Alors quand on a ceci, donc le produit scalaire, donc on va le noter avec les notations maintenant, la plupart du temps je vais retirer le phi, puis on utilisera la notation qui est ici, ou bien la notation qui est ici. Alors ce qu'on appelle la norme euclidienne, puisque c'est un produit scalaire qu'on appelle un produit scalaire euclidien, donc la norme euclidienne associée au produit scalaire qu'on s'est donné, eh bien c'est l'application qui va de grand E vers grand R, et qui a un vecteur associé la racine carrée du produit scalaire entre ce vecteur et lui-même. Alors là on utilise évidemment le côté défini positif positif du produit scalaire, qui fait que le produit scalaire entre x et x est positif, donc on peut bien entendu prendre la racine carrée, ça a un sens, et on arrive dans R, on arrive même dans R+, mais bon, l'idée est d'arriver dans R.
proposition, on va tout de suite dire là qu'on arrive dans R+, hein, voilà. Donc la norme ici, si on prend la norme de x, donc je l'ai noté n indice phi, pour phi le produit scalaire, alors attention, hein, si on change de produit scalaire, on change de norme, la norme est associée au produit scalaire. En général, on n'aura qu'un seul produit scalaire, donc qu'une seule norme, mais je dis bien en général, il y aura éventuellement quelques cas très particuliers. Eh bien, la notation de la norme, eh bien, c'est la notation habituelle. La notion de norme de vecteur que vous aviez vu rencontrer au lycée, on la reprend ici, et donc on définit la norme comme on vous l'avait définie en première, c'est-à-dire donc la norme d'un vecteur. C'est la même notation ici, et elle va vérifier les mêmes propriétés que celles que vous connaissez, c'est-à-dire, premièrement, pour tout vecteur, la norme d'un vecteur est un réel positif, puisque positif n'a de sens que dans les réels. Si la norme d'un vecteur est nulle, alors c'est que le vecteur est le vecteur nul. Seul le vecteur nul a une norme nulle. Tous les autres ont donc une norme strictement positive. Donc en fait, là, je dis que l'implication est en fait une équivalence, hein, c'est ce que je viens de dire. Et puis, la norme n'est pas linéaire, le produit scalaire non plus, d'ailleurs le produit scalaire est bilinéaire, attention, mais la norme vérifie la norme de lambda x, c'est valeur absolue de lambda fois la norme de x. Donc lambda, bien sûr, est ça un réel ici. Alors, pour le petit 3, donc le petit 1, petit 2, bon, sont relativement évidents. Hein. Petit 3, donc la norme de lambda x, alors j'ai évidemment oublié un carré ici, je corrigerai, vous aurez la version avec le carré. Donc la norme de lambda x au carré, c'est donc, donc attention, la norme au carré, hein, c'est le produit scalaire du vecteur avec lui-même, donc c'est lambda x scalaire lambda x. C'est lambda, on utilise la linéarité par rapport à la première variable x scalaire lambda x, et maintenant on utilise la linéarité par rapport à la deuxième variable, il y a un autre lambda qui sort, donc on a lambda carré x scalaire x. Et donc la norme donc, de lambda x, c'est la racine carrée de ce qui est au-dessus ici. Et donc le lambda carré sort, mais attention, il sort en valeur absolue, et donc c'est bien la valeur absolue de la norme de x. Voilà pour aujourd'hui, on va arrêter ici, on parlera de l'inégalité de Cauchy-Schwarz dans une prochaine vidéo.